Le titre de ce journal, Conseil des ministres de ce mercredi au menu, les effondrements à répétition des infrastructures publiques, à qui la faute, vous le saurez. Mais surtout, il a été question du Hajj 2021. Le pèlerinage à la Mecque cette année sera réservé qu'aux seuls résidents saoudiens. Les explications du porte-parole du gouvernement dans quelques instants. Après le drame de Solhan, les organisations de la société civile montent au créneau. Le Centre d'expression démocratique et le mouvement M21 demandent la démission du gouvernement qui aura affiché son incompétence sur ce dossier à les entendre. Eh bien, vous les entendrez. Et puis, la journée de l'enfant africain, c'est ce 16 juin, comme depuis cette date fatidique du 16 juin 1976 au Burkina Faso, marche et projet de développement pour les enfants étaient au menu. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue. C'est un phénomène qui fait grincer les dents et provoque polémique et indignation. Les effondrements répétitifs des infrastructures publiques, avec leur lot parfois de malheur, eh bien, semblent maintenant attirer l'attention du gouvernement. Des mesures seront-elles prises? On l'ignore pour l'instant. En tout cas, le dossier était sur la table du Conseil des ministres de ce mercredi, mais pas que lui. Il a été aussi question du Hajj 2021. On annonce qu'il sera réservé qu'aux seuls résidents de l'Arabie Saoudite, aux grandes dames des fidèles du monde entier, mais aussi notamment des fidèles musulmans du Burkina. Le compte rendu, Abdelaziz Assaré. Pas de Hajj cette année pour les pèlerins burkinabés, sauf changement de dernière minute. L'Arabie Saoudite a décidé de ne pas accueillir cette année des pèlerins venant d'autres pays. L'information a été confirmée par le Conseil des ministres de ce 16 juin. Notre consul honoraire, je le rappelais dans un des comptes rendus du Conseil des ministres, nous avait dit les dispositions prises par les pays qui accueillent, qui disaient que le Hajj serait ouvert à tous, mais à condition d'observer un certain nombre de conditions sécuritaires. Alors, les dernières informations nous ramènent encore à l'information stricte que finalement le Hajj ne sera ouvert qu'aux résidents, donc ceux qui sont déjà sur la terre d'Arabie Saoudite, et que probablement ils n'accueilleraient pas donc des pèlerins venant hors d'Arabie Saoudite. L'autre point d'actualité abordé au cours de cette rencontre gouvernementale concerne la recrudescence des effondrements de bâtiments publics depuis le début de la saison des pluies. Selon le gouvernement, ce sont plus de 170 infrastructures publiques qui sont dans une situation de dégradation ou ont subi des dégradations à la date du 10 juin 2021. Les causes de ces dégradations, selon le porte-parole du gouvernement, sont entre autres l'insuffisance des suivis contrôle des travaux, la mauvaise qualité des matériaux de construction et le non-respect de la garantie décennale qui accompagne les marchés de travaux. Face à l'ampleur de cette situation, l'exécutif veut prendre des mesures fortes pour mettre fin à ce fléau aux conséquences multiples. L'instruction a été donnée pour que le ministre en charge des constructions rapporte en Conseil des ministres un rapport et qui proposerait donc des actions fortes. Et ces actions fortes, de mon point de vue, ne pourraient pas occulter la prise de sanctions contre les fautifs. Parce que les acteurs dans la chaîne de la construction sont aussi connus. Il y a bien sûr l'autorité publique, mais il y a aussi tous les acteurs du secteur privé que sont donc les entreprises, les bureaux de contrôle, toute personne. Donc on est parti pour effectivement apporter des solutions de mon point de vue par le droit, des solutions par l'application des mesures lorsque une autorité, qu'elle soit publique ou un acteur privé est défaillant dans l'exécution d'un contrat public, soit de construction ou de fourniture. La bonne nouvelle issue de ce Conseil des ministres est relative à l'équipement et à l'achèvement des travaux de construction d'un bâtiment R+1 au profit du centre de presse Norbert Zongo. Une signature de convention de financement a été déjà autorisée par le gouvernement. En application donc de l'engagement du président du Faso pris à l'occasion d'une audience qui avait été accordée au comité de pilotage en 2016 au du Centre national de presse Norbert Zongo, le Conseil des ministres a autorisé donc la signature d'une convention d'une valeur de 35 millions de francs CFA, donc avec le Centre de presse Norbert Zongo, pour d'une part l'équiper le centre et d'autre part aussi achever les travaux de construction du dit centre. Dans le domaine des transports, c'est l'aéroport international de Ouagadougou qui sera bientôt desservi par la compagnie aérienne Emirates. Vincent Dabilgou était à Dubaï les 10 et 11 juin dernier pour parler de ce partenariat avec les autorités des Émirats arabes unis.
Donc nous escomptons à l'issue de cette mission effectuée par le ministre en charge des Transports que la compagnie aérienne Emirates dessert encore une fois de plus notre capitale, au grand bonheur naturellement des hommes d'affaires et de tous ceux qui empruntent la ligne Asie, la ligne des États arabes unis. Par ailleurs, le gouvernement a adopté au titre du ministère de la Justice un décret portant naturalisation de 285 personnes par attribution de la nationalité burkinabé. 11 jours après le massacre de Solhan, eh bien, les voix continuent de s'élever pour marquer leur indignation. Celles qui se sont prononcées ce matin demandent tout simplement la démission du gouvernement pour incompétence, disent-elles. Le cadre d'expression démocratique et le mouvement M21, des organisations de la société civile, menacent aussi d'appeler à une grande manifestation si les lignes ne bougent pas. Benjamin Kwame. Ils étaient restés jusque-là silencieux pour respecter la mémoire des 132 personnes exécutées à Solhan. Fini le recueillement, Pascal Zaïda et Marcel Tankwano montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient de barbarie. Mécontents suite à ces tueries, mais pas que. Ils froncent la mine contre le gouvernement de Roch Kaboré qui ne gérerait pas de façon efficiente cette question sécuritaire. Aujourd'hui, ce n'est pas une question ou un problème d'individu. Il faut que les gens comprennent ça. Le débat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas le même débat que les gens parlent. Nous ne sommes pas contre quelqu'un dans ce pays. C'est dans le cadre de la défense de la République que nous parlions. Ce n'est pas compliqué. Vous êtes tous convaincus comme nous que ce gouvernement n'a plus rien à prouver. Notre pays, ça ne va pas. Ce n'est pas un problème de personne. Nous ne sommes pas contre le shérif. Si, ce qui nous unit aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Et malheureusement, il n'y a pas de pays sans habitants. Le Burkina Faso, nous sommes tous ici munis de cartes d'identité burkinabé, on est fiers. Mais que vaut nos Sénibé si notre pays même est en lambeaux? Une solution doit être vite trouvée pour freiner ces attaques lance-t-il. Ces cadres d'OSC se veulent on ne peut plus clairs. Le gouvernement est incompétent face à cette crise. Vu la gravité des faits, alors, il demande au chef de l'État de remplacer Christophe Dabiré et toute son équipe. Mais nous ne voulons pas qu'on tue encore un Burkinabé de cette façon. Le président du Faso, Roch Christian Kaboré, a prêté serment. Il a tendu sa main, il a dit qu'il jure. Je vous protège, vous et vos biens. Attention, moi je ne cours pas un ministre de la Défense, encore moins un premier ministre. C'est lui qui a juré qu'il va gérer ma vie, ma septembre. C'est ça qui est important. Donc le président du Faso doit démettre ce gouvernement immédiatement. La coordination nationale des OSC pour la patrie dit prendre ainsi à témoin l'opinion nationale à travers ce point de presse pour indiquer leur consternation. C'est un signe avant-coureur qu'ils envoient aux autorités du pays. Pascal Zaïda et Marcel Tankwano préviennent, si un deuxième Solhan arrive au Burkina Faso, ils appelleront le peuple à sortir dans les rues. Nous ne voulons pas un combat sur Facebook aujourd'hui. Il faut aller sur le terrain. S'il faut mourir, nous sommes prêts à mourir. En tout cas, moi, je suis prêt. Nous avons également des moyens constitutionnels qui nous garantissent cette liberté de manifester. Voilà, donc nous avons vu les gars de l'Est qui ont manifesté, nous avons vu Dori qui a manifesté le week-end. C'est pour ça que j'ai insisté pour dire que si rien n'est fait, et si ça se répète, évidemment, nous allons nous assumer. Dans quel sens? Nous allons envoyer les rues du territoire national pour dire qu'on n'est pas content, on n'est pas d'accord, parce qu'on en a parlé, le président n'a pas écouté. Pour eux, le décret annonçant la création d'une force spéciale n'est pas opportun, car les éléments de cette force jouissent d'impunité juridictionnelle. Il faut alors annuler simplement ce décret. Tout en soutenant l'initiative du président du Faso visant à réconcilier les Burkinabés, les deux hommes souhaitent que le Forum national sur la réconciliation soit véritablement un cadre où chaque acteur pourra dire la vérité et les fautifs répondre à la justice. Séance tenante, Pascal Zaïda annonce qu'il aurait été notifié par un message pour être entendu par le procureur du Faso sur cette sortie médiatique. L'homme de la société civile dit ne rien craindre car c'est un droit constitutionnel d'indiquer son mécontentement. Direction à présent la Côte d'Ivoire, où peut-être une page importante de l'histoire politique de ce pays est en passe de s'écrire. Demain, 17 juin, Laurent Gbagbo revient en Burkina après 10 ans passés à la Cour pénale internationale et un acquittement retentissant. Il est attendu par ses partisans qui comptent l'accueillir dans la ferveur. À la veille de l'événement, nous nous sommes rendus dans son village natal, ambiance à Mama,
Le récit de Roméo Koyeta. C'est désormais effectif. Laurent Gbagbo regagne Abidjan demain jeudi 17 juin. À quelques heures du retour au pays natal, les nuages autour de l'accueil de l'ancien président récemment acquitté par la Cour pénale internationale se dissipent. Au nombre des actions posées par le gouvernement ivoirien, la mise à disposition du pavillon présidentiel pour l'accueil à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une nouvelle qui réjouit ses partisans de l'aile du Front populaire ivoirien, dite FPI-GOR. Aujourd'hui, je confirme solennellement que le président Laurent Gbagbo arrivera à Abidjan le jeudi 17 juin 2020 par vol régulier venant de Bruxelles. Cette bonne nouvelle réjouit à plus de 300 km d'Abidjan. À Mama, village natal de Laurent Gbagbo, dans la région du Gor, avec pour chef-lieu Gagnoa, des parades ont lieu à travers les artères de la ville. L'on savoure une victoire, celle du retour du fils prodige. On entend qu'il va arriver, il va venir le 17 juin. Mais on ne dort pas. On est tous éveillés, on ne dort pas. On entend l'arrivée de Gbagbo. Mama, en plein dans la ferveur, refait sa toilette. Tout est mis à profit pour un retour triomphal de celui qu'on appelle le Woody. Une décennie après son transfèrement à La Haye, d'où il revient blanchi. Historique aussi, mais dans un sens beaucoup plus dramatique, fut le massacre de Soweto en Afrique du Sud. C'était le 16 juin 1976. Il y a 45 ans, environ 600 enfants et élèves noirs, pour la plupart, se faisaient tirer dessus par la police. Eh bien, depuis, cette date a été choisie pour célébrer la journée de l'enfant africain. Pour cette 31e édition, le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique a voulu marquer le coup en lançant son projet Africa Educate Her. C'était en présence de la première dame, John William Somda, pour le compte rendu. Célébré chaque année, et cela depuis la répression meurtrière du 16 juin 1976 de Soweto, l'enfant africain n'a de cesse été au centre des préoccupations des décideurs politiques. Cette année, à l'occasion de la journée de l'enfant africain, le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, CIFA, est à nouveau à pied d'œuvre avec le projet Africa Educate Her. Autrement dit, l'Afrique éduque sa fille. Marraine de la célébration et soutien indéfectible du projet Africa Educate Her, l'épouse du président du FASO, Sika Kaboré, dépeint une situation peu reluisante des conditions de vie de la jeune fille africaine depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Nous tenons à insister sur le fait que la pandémie à coronavirus est venue déscolariser beaucoup de nos jeunes filles, à un moment où nous reconnaissons tous que l'avenir, le développement durable de nos États est lié à l'accès égal des filles et des garçons à l'éducation. La fille souffre déjà de problèmes de déscolarisation liés au mariage précoce. Et le coronavirus est venu aggraver cette situation parce que les filles ont quitté l'école et ne sont plus retournées à l'école. Face au contexte rendu difficile par la Covid-19, beaucoup d'enfants, filles et garçons ont dû abandonner le chemin de l'école. La commémoration de la journée de l'enfant africain est donc une opportunité pour Rita Bissonneuf, la chef de mission du CIFA au Burkina, de changer les habitudes en donnant la parole aux enfants. Nous avons invité aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, des enfants et c'est eux qui vont poser les questions à nos partenaires. Nous avons Plan International, nous avons l'UNICEF, nous avons un expert du droit africain sur le Comité africain des droits de l'enfant et bien sûr un représentant du ministère de l'Éducation nationale et des langues nationales. Parce que ce sont les enfants qui vont être les leaders de demain et ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils disent toujours, ce sont les adultes, ce sont les décideurs politiques qui prennent les décisions, mais nous n'avons aucune voix. C'était justement pour donner la voix à ces enfants et c'est pourquoi nous avons invité, nous avons tenu à ce que ce soit les enfants qui parlent
45 ans après, les souvenirs de Soweto demeurent et l'Afrique veut plus que jamais se projeter vers des lendemains meilleurs pour sa jeunesse. D'où le thème l'art, la culture et l'héritage, l'évier pour l'Afrique que nous voulons choisir pour la commémoration de cette année 2021. Et qu'est-ce que cela peut donner justement quand des enfants décident de célébrer la journée de l'enfant africain? Une marche de plaidoyer pour la participation de ces derniers à la mise en œuvre de leurs droits. L'événement, organisé par l'association Cluster Nikos et plusieurs églises, est parti de l'échangeur de Tampuy. Justin Amonto. Sur l'échangeur de Tampuy résonne la fanfare. À l'occasion de la 31e journée de l'enfant africain, commémorée chaque 16 juin. À travers cette marche, ces enfants du cluster Nikos portent haut les messages de plaidoyer jusqu'à la mairie de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Le plaidoyer consiste à la protection de l'enfant. Ce que nous avons demandé aux autorités administratives, c'est de nous soutenir et de nous accompagner dans le processus de protection de l'enfance. Et cette lutte nous comble trop le cœur parce que cette lutte, c'est une lutte commune, c'est une lutte qui nous appartient d'abord et parce que je pense qu'ils sont la bienvenue au niveau de l'arrondissement 3. Le cluster Nikos, c'est un ensemble de 13 églises en collaboration avec Compassion Internationale. Des églises situées entre Tampuy et Boussé. Pour les initiateurs de cette marche, 30 ans après l'adoption de la charte, il faut accélérer la participation des enfants dans la mise en œuvre de leurs droits au Burkina Faso. Il y a des avancées en matière de protection de l'enfant. De plus en plus, les dirigeants et d'autres organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales, s'impliquent davantage dans la protection et la promotion des droits de l'enfant. Mais il y a encore beaucoup à faire. Nous réclamons ce droit et nous voulons que les parents sachent que les enfants ne sont pas venus d'eux-mêmes. C'est la volonté des parents d'avoir les enfants, mais ils n'ont pas le droit de les abandonner. Parce que généralement, c'est le boulot, c'est les affaires, ce sont des voyages et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Donc nous appelons les parents à prendre du temps pour leurs enfants. Des conférences, mais aussi des chants de louanges, ici au lycée de l'Alliance chrétienne, situé dans l'arrondissement 7. En effet, cette journée de l'enfant africain est initiée en mémoire au massacre de 600 enfants tués le 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud. Un événement tragique qualifié de crime contre l'humanité. À Bobo Dioulasso également, les enfants ont marché ce 16 juin pour célébrer la journée de l'enfant africain. Une marche d'interpellation des autorités de la ville pour la protection des enfants en situation de rue, surtout Justin Dabiré. Commémoration de la journée de l'enfant africain, les enfants de la commune de Bobo Dioulasso dans la rue. Partis de la direction régionale des transports, ils ont marché jusqu'au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins pour interpeller les autorités sur leur droit à la protection. Dans leur message, ils dénoncent les conditions difficiles des enfants en situation de rue dans la commune. Que dire de l'exploitation, le mariage, les abandons des enfants et les enfants en situation de rue? Monsieur le gouverneur, les enfants en cette saison pluvieuse encore n'auront pas un sommeil paisible parce que leurs habitats de fortune ne sont pas à l'abri des eaux de pluie et du vent. De ce fait, nous pouvons dire que la protection de l'enfant reste toujours d'actualité et un défi majeur à relever dans notre pays en général et dans notre région en particulier. Cette initiative est de l'ensemble des églises d'évangélisation en partenariat avec Compassion Internationale. Quand on prend les régions comme l'Est, le Nord, le Sahel, avec des attaques terroristes qui se passent dans ces différentes régions, les enfants ne sont pas épargnés. Voilà. Eux aussi, ils sont assassinés, voilà. Ils sont brimés dans leurs droits. Voilà. Donc je crois que le message qui a été livré ce matin à l'interpellateur et l'autorité, le gouvernement doit se pencher sur la question des droits de l'enfant et de la protection de l'enfant, donc pour en faire effectivement son cheval de bataille. Nous les accompagnons pour que cette journée soit bien réalisée. Vous avez vu qu'ils sont venus délivrer donc un message de plaidoyer en faveur donc des enfants. Voilà pourquoi nous les accompagnons. Au Burkina Faso, l'édition 2021 de la Journée de l'enfant africain se tient sous le thème 30 ans de mise en œuvre de la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant au Burkina Faso,
défis et perspectives. Les droits des enfants, bien entendu, mais aussi ceux de la femme et de la jeune fille. Et le Burkina Faso, à travers le ministère de la Santé, participera d'ailleurs dans ce cadre à un forum, le Forum Génération Égalité, un forum international qui se tiendra fin juin à Paris. Mais avant l'événement, Charlemagne Ouedraogo a reçu un document sous forme de déclarations et de recommandations, document porté par plusieurs OSC de défense des droits des femmes, à la tête desquelles la première dame, Justin Amoto. Les organisations de la société civile défendant les droits des femmes et de la jeune fille aux côtés du ministre de la Santé, avec à leur tête la première dame du Faso, représentant la fondation Kimi. Ce 11 juin, Mme Sika Kaboré remet à Charlemagne Ouedraogo une déclaration de la société civile. Nous nous sommes réunis, nous, organisations de la société civile, pour faire un peu le bilan de tous les acquis que nous avons pu engager en matière des droits des femmes et des filles depuis 25 ans précisément. Nous sommes également concertés, nous avons réfléchi également sur les défis qui restent pour atteindre véritablement l'égalité femmes-hommes dans notre pays d'ici au moins 2030. Dans ce document figurent 20 recommandations d'ordre politique, sanitaire, économique et social. Cette déclaration est élaborée en prélude à la participation du Burkina Faso au Forum Génération Égalité qui se tiendra à Paris le 30 juin au 2 juillet prochain. Cette déclaration contient un certain nombre d'engagements que les organisations de la société civile souhaiteraient que le Burkina Faso prenne afin d'œuvrer vers un monde égalitaire, hommes et femmes. Nous avons accueilli cette déclaration avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'engagement, car le ministère de la Santé assure le lead de cette démarche vers le Forum Génération Égalité et nous faisons coalition avec la France, le Danemark, la Macédoine du Nord et bien d'autres pays pour animer cette thématique en rapport avec les droits et la santé sexuelle et reproductive. Le Forum Génération Égalité est un cadre de partage d'expériences et acquis pour un développement durable. Les femmes toujours, mais on y ajoute les jeunes. Centre d'intérêt de entraide universitaire mondial Canada et l'organisme CECC, et ce à travers le projet d'appui à l'économie durable en zone extractive. 5 ans après sa mise en œuvre, quels sont les résultats? Éléments de réponse, Sandrine Zougori. Malgré la situation sécuritaire et sanitaire, l'entraide universitaire mondiale du Canada et le Centre d'études et de coopération internationale ont pu accomplir leur mission en termes de gouvernance locale, à travers le projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive. L'idée vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes dans ces localités. Avec un taux d'exécution de 91%, les résultats du projet à sa 5e année d'exécution ont été présentés au cours de la première session ordinaire de l'ANSIS du Comité consultatif national. Nous avons pu, avec l'accompagnement d'autres partenaires, mettre en place le centre de formation professionnelle de Bagassi qui, chaque année, met sur le terrain des compétences techniques sur divers domaines comme la mécanique agricole, l'électricité, bâtiment et qui crée de l'emploi pour ces acteurs. Nous avons pu organiser les femmes en groupes d'épargne communautaire, environ plus de 94 groupes d'épargne qui sont mis en place sur le terrain et qui chaque année arrivent à mobiliser des ressources importantes pour l'année qui vient de terminer. Plus de 123 millions qui ont été mobilisés par ces groupes d'épargne communautaire pour exécuter des projets économiques, pour développer l'entrepreneuriat. Au niveau de la gouvernance, nous avons travaillé à ce que la question de la redevabilité, de la participation citoyenne des communautés soit une réalité au niveau des collectivités et au niveau des organisations à base communautaire. Au moment où se tient cette première session ordinaire de l'ANSIS du Comité consultatif national, le projet tire à sa fin. Mais au regard des résultats probants des 36 activités de l'AN5, les initiateurs du projet envisagent sa prolongation pour le bien-être des bénéficiaires. Alors, nous sommes en train de travailler, de faire le plaidoyer sur le terrain pour que le projet puisse être renouvelé. Mais ça, ce n'est pas un acquis. Nous sommes là-dessus.
Mais la seule certitude que nous avons, c'est que nous sommes à la fin du projet. Mais vu les acquis du projet sur le terrain, nous osons croire qu'il y aurait une possibilité de prolonger ce projet-là au bénéfice de nos bénéficiaires. Et aussi, pourquoi pas, nous sommes en train de réfléchir sur un renouvellement du projet. Mais le tout est, c'est vraiment sur le plaidoyer que nous sommes. Nous croisons les doigts pour que les bailleurs de fonds puissent suivre. Selon les organisateurs, pour l'ensemble du projet, tout sera mis en œuvre pour que les acquis soient consolidés. Le projet intervient dans 2 régions, les Hauts-Bassins et la Boucle du Mouhoun. 7 communes regroupant 112 villages sont concernées dans ces 2 régions. Le projet est financé par Affaires mondiales Canada et prend fin en mars 2022. Dans un tout autre registre, ils ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur et pourtant leur élan de solidarité et de générosité a sauvé et continue de sauver des vies. Je vous parle des donneurs de sang. Ceux de la région des Hauts-Bassins ont été distingués à Bobo-Dioulasso. C'était à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang célébrée tous les 14 juin. Surtout Justin Dabiré. Georges Siekam est à 177 dons de sang au centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso. Son premier don de sang remonte à 1980. Un geste qu'il fait chaque année avec fierté pour sauver des vies. C'est une fierté pour moi. Et quand je vois tous ces donneurs-là, des gens qui viennent donner le sang sans attendre quelque chose, vraiment, je pense que c'est une fierté. Quand ils disent que quand tu donnes le sang, tu tombes malade, je veux les rassurer que c'est faux. Depuis que j'ai commencé à donner le sang, je ne suis jamais tombé malade. Au contraire, en donnant le sang, ton sang se renouvelle. Donc je leur donne ce courage-là. Ils n'ont qu'à avoir le courage de venir chaque jour donner leur sang. Ils sont nombreux, des hommes et des femmes qui chaque année donnent gratuitement de leur précieux sang pour sauver la vie de nombreuses personnes. À l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang, certains d'entre eux ont reçu des attestations de félicitations et d'encouragement pour leurs gestes qui sauvent. Les 3 dernières années, il faut dire qu'en termes de mobilisation, c'est de plus en plus satisfaisant parce que chaque année, on se rend compte que les dons augmentent. Ça veut dire que le langage de sensibilisation et de mobilisation commence à prendre. Et mieux, cette année, la direction générale a décidé de mettre à contribution les différents responsables religieux et coutumiers pour encore toucher les populations au niveau des différents quartiers et au niveau des différents villages pour qu'ils puissent s'engager pour faire du don de sang un acte régulier, un acte quotidien. Les besoins en produits sanguins dans les Hauts-Bassins restent toujours énormes. En 2020, par exemple, le CRTS de Bobo a collecté 16 560 poches et sur les 20 109 produits sanguins demandés dans les formations sanitaires de la ville de Bobo, environ 15 688 poches ont pu être distribuées, soit un taux de satisfaction d'environ 78%. On reste à Bobo-Dioulasso pour parler de toute autre chose, de cette campagne de sensibilisation au profit des parties prenantes aux droits d'auteur, une campagne de sensibilisation qui a eu lieu le 11 juin à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Objectif, amener les artistes à adhérer au BBDA, mais aussi les utilisateurs à payer les redevances du droit d'auteur. Encore, surtout Justin Dabiré. Cette rencontre initiée par le BBDA avec les parties prenantes aux droits d'auteur, que sont les artistes et les utilisateurs, vise à sensibiliser les premiers, les artistes sur l'importance d'adhérer au BBDA et les utilisateurs sur le bien fondé du paiement des redevances du droit d'auteur. C'était d'abord de présenter les nouveaux dispositifs qui ont été adoptés au niveau du BBDA, donc la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique et ses textes d'application, mais de parler aussi du mécanisme d'adhésion et de déclaration au niveau du BBDA, de l'ordre tarifaire qui permet de fixer les montants payés par les utilisateurs et de la répartition de ces redevances-là que nous collectons auprès des utilisateurs. Donc tout ce mécanisme qu'on a essayé de présenter ce matin aux différents partenaires du BBDA. Selon le secrétaire général du bureau burkinabé des droits d'auteur, la loi 048 qui remplace celle de 1999 connaît des innovations. La première innovation, c'est la prise en compte du numérique dans la gestion des droits d'auteur. Et en plus de cela, il y a la prestation de serment des agents du BBDA chargés de la collecte. Parce que désormais, ils ont pu officier en tant qu'agents de police judiciaire. Et
aussi dans cette loi, on détermine les infractions, les personnes qui sont habilitées à rester en justice, notamment les titulaires de droit, les organismes professionnels des gestions collectives, les associations culturelles professionnelles de la culture et rester en justice en cas de contrefaçon. Et aussi la question de la contrefaçon dans l'ancienne loi, on parlait de piraterie et de contrefaçon. Donc dans la nouvelle loi, nous avons choisi le terme contrefaçon pour être en harmonie avec les différents textes au niveau régional, notamment les directives de l'IOM. Il est attendu des participants à cet atelier de sensibilisation des parties prenantes du droit d'auteur qu'ils soient des relais d'information et des facilitateurs auprès de l'ensemble des partenaires du BBDA pour permettre de faciliter la collecte des redevances des droits d'auteur afin d'accroître les recettes. Et maintenant, ce chiffre, 14 000, c'est le nombre de biodigesteurs mis en place par le Programme national des biodigesteurs. Après 3 ans d'essai de cette technologie, les acteurs marquent une halte pour faire le bilan de cette phase expérimentale. Un nouveau référentiel devra aussi être validé pour améliorer les performances du projet. C'est ce que nous dit Alexis Belemnaba. Pour un objectif de 40 000 biodigesteurs, le Programme national du biodigesteur a réussi à mettre en place plus de 14 000 en 2 phases d'expérimentation. 3 ans après sa mise en œuvre, les acteurs du Programme national du biodigesteur sont en atelier en vue de valider un nouveau référentiel de développement pour les 5 prochaines années. Ce nouveau référentiel vise à créer les conditions d'une meilleure synergie d'action entre les experts des ministères en charge du développement rural et les autres secteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Le programme à lui seul ne peut pas prendre sur lui de mettre en œuvre toutes les activités et c'est pourquoi nous souhaitons qu'avec les différents ministères qui sont présents à cet atelier-là, on mutualise nos efforts et nos ressources pour pouvoir mettre en œuvre ce programme-là et avoir les résultats qu'il faut. Pour mieux réussir ce programme, il faut compter avec les sociétés de production d'intrants agricoles comme la Société d'exploitation du phosphate du Burkina, principale productrice d'engrais sur le plan national. La collaboration entre les 2 structures va en droite ligne dans la fabrication des intrants, notamment l'engrais organique, qui va contribuer vraiment à restaurer les sols et surtout à augmenter la rentabilité et les productions agricoles. Cette technologie permet aux acteurs du monde rural d'avoir de l'électricité, du gaz pour la consommation quotidienne et de fertiliser leur sol. Et cette technologie-là les permet d'accéder facilement à cet outil-là pour en tout cas les permettre d'avoir de l'électricité et de permettre de faire la cuisine. Et ça lutte aussi contre les changements climatiques parce qu'on n'utilise rien que les bouches de vache ou les crottins de porc pour pouvoir alimenter cette nouvelle technologie. Les premiers bénéficiaires de cette technologie en témoignent. Premièrement, moi j'ai des étudiants qui sont là, qui dorment, ils ont la lumière, ça leur permet d'étudier et également ça leur permet de faire la cuisson de leurs aliments. En plus de la cuisson de leurs aliments, quand le produit que l'on recueille avec le biodigesteur est très 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 fertile pour l'agriculture. Les 2 phases du programme ont montré que sa réussite exige l'engagement de tous les acteurs pour faire face aux changements du secteur. Il est donc attendu des propositions pertinentes afin d'élaborer ce nouveau référentiel. Et on termine enfin avec la société des pneumatiques SAP Olympique. Cette société, toujours plus proche de ses clients. Cette fois-ci, c'est la France jeune qu'elle drague. Et elle a organisé pour cela une journée porte ouverte au profit des étudiants de l'université Nazi Boni. Reportage Kader Condé, surtout au Justin Dabiré. La SAP Olympique ouvre ses portes aux étudiants de l'université Nazi Boni. Il s'agit de leur faire découvrir les produits de la SAP, leur faire comprendre les activités qui y sont menées et le fonctionnement de la société de pneumatiques. Au cours de cette journée porte ouverte, la SAP a également présenté son projet de carte d'achat aux étudiants. Chaque étudiant, en tout cas détenteur de cette carte, pourra au besoin aller dans une boutique agréée. Nous avons agréé des boutiques. Dans une boutique agréée, s'acheter un pneu à un tarif qui est bien discuté, qui est bien accordé.
Et on pourra éventuellement même suivre les différentes ventes, les différents achats qu'ils feront et même rémunérer éventuellement les meilleurs achats. Et il faut que les étudiants sachent qu'en réalité, les industries locales là, c'est elles ceux qui recrutent le plus de personnes. Et si ils continuent à choisir ce qui veulent l'extérieur, ils n'auront même pas de travail, ils n'auront pas de débouchés à la fin des études, en tout cas au niveau des industries locales, parce qu'elles vont finir par fermer. Visite d'entreprise, séance de sensibilisation et jeu de tambola. Cette journée porte ouverte a été riche en découvertes et en connaissances pour les étudiants. Des étudiants qui s'engagent désormais dans la consommation et la valorisation des produits de la SAP olympique. Vraiment, je voudrais vraiment exhorter mes camarades à consommer burkinabé parce que la SAP olympique, c'est une usine burkinabé et les travailleurs sont de burkinabé. Donc, consommons burkinabé parce que c'est de la qualité d'abord et ça vient de chez nous. Et c'est une activité qui va permettre aux différentes personnes, les étudiants, de comprendre qu'il faut consommer burkinabé et aussi de pouvoir sensibiliser le reste de la population. Après les étudiants des universités publiques, la SAP olympique compte ouvrir ses portes aux étudiants des universités privées. L'objectif est d'orienter les choix d'achat des jeunes vers des produits nationaux, notamment ceux de la SAP olympique. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain jeudi 17 juin. Ne l'oubliez pas, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous serons au cœur de l'événement. Bonsoir. Au revoir.